Alors, on continue en feuilletant votre livre dans l'ordre où vous l'avez choisi. Après, il y a un passage où on frôle le banal. Je sais que ce n'est pas le mot que vous utilisez, moi je me l'autorise. Les objets. Alors les objets, c'est intéressant parce qu'on ne l'attend pas forcément là, mais moi j'ai noté Valérie Belin, on a fait aussi un tournage avec elle, on la connaît plus pour les visages, mais elle a fait des très très beaux objets. Et puis Tosani, moi j'ai été aux Beaux-Arts très tôt marqué par ses cuillères, ses agrandissements, qui d'ailleurs nous renvoie à une autre photographie, on verra si on a le temps, de la photographie objective allemande. Là, il y a quelque chose aussi qui est très formel, avec aussi une émergence de certains artistes qu'on retrouve vraiment dans l'art contemporain. Ben oui, parce que si vous voulez, ça dépend comment on pose le sujet. Quand on regarde ces années 80-90, effectivement, l'objet apparaît beaucoup sous la plume, si je puis dire, des photographes. Mais il faut le contextualiser parce qu'en fait, on parle encore du politique, hein, il y a en France une interrogation très profonde de la question du quotidien. C'est-à-dire, qu'est-ce que le quotidien? C'est une notion qui devient une notion sociale, politique, esthétique. Et on se met à finalement regarder les objets, les choses, pas tout à fait la même chose, dans leur dimension poétique et éthique. Et finalement, la photographie et les choses, c'est une drôle d'histoire parce que est-ce qu'une chose existe si elle n'est pas représentée? On l'oublie, on s'en sert. Alors que la photographie permet de rendre justice à cette poétique des choses. Alors ça peut paraître parfois chez certains un peu abrupt, un peu monumental. On parlait de Tosani qui fait des très très grands tirages, mais en réalité, il y a une profonde, j'allais dire presque une sorte d'animisme, c'est-à-dire qu'il y a dans le rapport aux objets chez les photographes contemporains une espèce de volonté de charger les objets de leur quotidien, de leur valeur d'usage, de présenter un outil, présenter un élément de nourriture. C'est peut-être dire, comme le poète, que finalement tout ça est vivant, quoi, et nous anime ou est animé avec nous. Et je dirais que c'est le moment aussi où la photographie discute la question de la sculpture. Hein, parce que l'objet photographié tire en grand format, est-ce que c'est de la photographie? Est-ce que c'est une installation? Est-ce que c'est de la sculpture? Donc l'objet permet aussi de se mesurer à des formes ambitieuses et plastiques. C'est intéressant, quand vous parlez de sculpture, on pourrait aussi renvoyer au land art qui n'existe pas sans la photographie, puisque les œuvres disparaissent et seules les photographies restent. Et ces gens qui ont fui les galeries y retournent malgré eux, généralement. Le marché, souvent, est plus fort. Alors, pour poursuivre, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'on comprend en feuilletant votre livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire dans l'ordre chronologique, mais on peut vraiment le feuilleter de manière très transversale. Vous avez évoqué tout à l'heure la signature collective. Et là, vous en avez fait un vrai chapitre en parlant évidemment des agences. Hein, vous citiez tout à l'heure Viva, il y en a plein, il y a Gamma, il y a Vue, etc. Et puis les collectifs. Il y a énormément de collectifs. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en photographie, j'ai quand même l'impression qu'autour des années 2000, il y a plus de collectifs en photo qu'en art, en général, je dirais. Je pense à Tendance Floue, je pense à tous ces collectifs très structurés. Oui, je crois que ça a été une tendance intéressante. Là aussi, c'était une réaction à la crise de la presse, en fait. Hein. C'est-à-dire, finalement, comment assurer sa liberté est une force de proposition et avec un modèle économique qui fait qu'on s'y retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être simplement des éléments, je dirais, factuels ou des déterminants économiques, mais ça produit aussi une façon d'être. Hein, le collectif, c'est la discussion, c'est la démocratie, c'est le choix parfois de faire entrer ou pas telle ou telle personne. C'est aussi cette équation impossible qui est de dire on fait ensemble, mais on veut, en tant qu'auteur, affirmer sa propre singularité. Donc c'est le compromis permanent et c'est aussi la recherche d'une alternative à un modèle dominant. Et dans les années 90-2000, alors le collectif qui a duré le plus longtemps, c'est Tendance Floue, hein, avec 30 ans désormais, qui est un peu un miracle, on va dire, mais ça a été une manière de fonctionner que moi je rapprocherais aussi de l'histoire du rock ou de la musique populaire, c'est-à-dire que le groupe, c'est un lieu d'invention, on joue ensemble, on se présente ensemble, c'est aussi une forme de comportement alternatif. Hein, et ça, je crois qu'en France, on a été assez lié à cette question qui est aussi, d'une manière sous-jacente, liée à la question de la militance. C'est-à-dire que le collectif, il défend la photo. Hein, il défend son écriture. Il n'est pas simplement le subalterne d'un groupe. Alors, vous avez aussi
un chapitre que je trouve très intéressant qui est sur les théoriciens, les auteurs, les critiques. C'est-à-dire que les photographes sont de manière générale assez autonomes, quoique, vous l'avez dit, il y a des gens qui éditent, il y a des gens qui publient. À bien les regarder, ils ne sont pas toujours si autonomes que ça. Et puis, il y a les théoriciens qui les ont accompagnés. Comment ne pas évoquer Roland Barthes, si important pour l'histoire de la photographie, pour la photographie de son moment, pour ces phrases sur la photographie qui sont essentielles. Et puis, on pourrait en citer des beaucoup plus jeunes. J'ai envie de citer Étienne Hatt, que vous connaissez bien, qui écrit beaucoup dans Art Press, qui fait aussi des commissariats et qui s'intéresse à une autre génération, évidemment. Il est clair que la photographie a toujours été, j'ai presque envie de dire, un peu chouchoutée par les théoriciens. Ah, je ne sais pas si on peut dire ça. Si on voulait comparer la photophilie à la cinéphilie, on trouverait que du côté du cinéma, il y a eu vraiment beaucoup de revues. Enfin, je fais cette comparaison parce que, en fait, un domaine artistique existe, comme les œuvres d'ailleurs, à travers les commentaires, les analyses et le corps de discours qui les entoure. Sinon, bon, une œuvre flotte, hein, s'il n'y a pas de réception, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'à partir des années 70, on a d'abord les éditeurs, les intellectuels, et puis la photographie devient, comme on le disait à l'époque, devient un objet théorique. C'est-à-dire que ça fait parler, ça fait penser, ça fait réfléchir. Est-ce que c'est une empreinte du réel? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est un objet de propagande? Est-ce que c'est un objet de divertissement? Est-ce que c'est un lieu de désir? Et finalement, tous ces intellectuels, et ces historiens aussi, et ces théoriciens qui vont travailler sur la photographie, vont lui donner une espèce d'actualité. Il est de bon ton de parler de photographie dans les années 80, autour effectivement de figures comme Barthes et je pense à Philippe Dubois avec son acte photographique. La photographie n'est pas qu'une image, c'est un acte. Et il y a une pensée, alors qui est assez proche en termes d'histoire des idées de la sémiologie, de la linguistique, c'est-à-dire que finalement, si la photographie est un langage, il faut lui appliquer une théorie du langage. Donc il va y avoir dans cette époque-là ce que j'ai appelé les plumes de la photographie et qui vont faire vivre tout cela. Alors, on parlait des éditeurs tout à l'heure. Le cas de Robert Delpire est très intéressant, puisque Robert Delpire, qui est un éditeur, qui est passionné par la photo, dès la fin des années 50, commence à publier des photographes. Il va publier une sorte de revue qui va être un supplément de l'Obst à la fin des années 70 sur la photographie, qui va faire découvrir la photographie, mais exigeante, avec des textes exigeants, dans les kiosques. Hein, et on va avoir le début de tous ces magazines où on va avoir des réflexions sur la photographie. J'allais dire, il y a presque un pic de la pensée et de l'écriture sur la photographie dans les années 80-90. Ça va un petit peu retomber. C'est pas que ça retombe, c'est que la photographie devient vraiment un maillon dans la chaîne de l'art contemporain. Donc, vous citiez tout à l'heure Art Press. Bon, les grandes revues d'art contemporain vont parler de photos et en parlent encore aujourd'hui. Donc, je dirais que la spécificité des revues de photographie ou du discours sur la photographie va se diluer dans la problématique de l'image. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le grand moment du passage au numérique, c'est aussi le grand moment du passage dans l'art contemporain. Et finalement, la photographie perd un petit peu sa spécificité. Donc, il n'y a plus tellement dans les années 2000 de théoriciens qui disent « Ah, la photographie, c'est ça et c'est pas ça ». Plus tellement. Par contre, c'est une génération qui voit apparaître des historiens, des commentateurs qui vont mettre les choses en perspective, qui vont s'intéresser à des photographies qu'on avait un peu perdues de vue. Et on peut s'enorgueillir en France d'avoir une vraie tendance et un goût pour l'histoire de la photographie. Et quand on voit le nombre d'expositions, l'offre, comme on dit aujourd'hui, d'expositions, de festivals, de livres en photographie, moi, je n'hésite pas à parler d'une photophilie française, hein, qui est assez extraordinaire. Et puis des universitaires, justement, comme vous, à Paris 1. Moi, j'ai commencé à Paris 8 il y a longtemps, où on parlait beaucoup de Boineau. J'avais mes amis étudiants qui sortaient parfois rincés et les yeux écarquillés. Alors, vous avez un autre chapitre, évidemment, très important sur la question du social et du politique. Là, on pourrait encore une fois en citer beaucoup. Moi, j'ai remarqué, parce que je les avais déjà dans mon radar, des gens comme Denis Darzac ou Mathieu Pernaut, que vous accompagnez depuis un moment. Là, il y a aussi... ça, c'est quelque chose, peut-être que vous parlez plus tard d'une possible école française, il y a peut-être aussi là, peut-être une école française, justement, au plus près du social. Ah oui, ça c'est un terme terrible parce que école, alors moi qui suis historien d'art, hein, les écoles par siècle, par pays, par confrérie, si vous voulez, c'est assez amusant parce que la notion d'école appartient à une façon de faire de l'histoire de l'art un petit peu traditionnelle, voire un peu dépassée. Mais bon, dans le langage commun, une école, c'est une espèce de regroupement et d'identité de style.
C'est très difficile de dire que la France possède une école de photographie parce qu'elle a une grande diversité de styles, d'approches et d'horizons. Et puis, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui font de la photographie en France, qui ont choisi la France, hein, William Klein par exemple. Donc, cette notion, elle est un peu inflammable, d'autant plus que quand on a essayé de la mettre en scène politiquement, c'était au moment des 30 ans de l'école de la photographie de Arles, où le ministère avait dit on va faire une grande exposition qui s'appellera la photographie, enfin, l'école d'Arles, l'école d'art, l'école de la photographie d'art. Et finalement, ça n'a pas tellement fonctionné parce que cette grille de lecture école française, finalement, elle est un peu trop restrictive. En revanche, il y a clairement je dirais des mouvements, des tendances, des courants de sensibilité. On a des photographes français qui sont très versés dans une approche très conceptuelle, par exemple, d'autres qui restent assez fidèles à la question documentaire et de réinvention du reportage, hein, comme Guillaume Herbeau, qu'on a cité à plusieurs reprises. Voilà quelqu'un qui écrit, qui va sur les lieux et qui restitue de manière très personnelle, sur le long terme. Il fait partie de ceux, et peut-être aujourd'hui il fait peut-être même école, de ceux qui proposent, je dirais, une approche, au fond, assez littéraire de la photographie. Moi, si j'avais envie de résumer à un moment donné, je dirais que depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, en 50 ans, je ne vois pas de photographes importants en France qui ne soient pas des photographes qui ont une grande culture de l'écrit. C'est-à-dire que la question du visuel et la question d'une pensée du récit est souvent là. Ce n'est pas le cas dans tous les pays où des fois on a des gens qui sont beaucoup plus sur l'image, véritablement sur la question du choc visuel, sur la construction de l'image. Chez les photographes français, cette question d'une... Je ne veux pas dire que c'est une photographie intellectuelle, elle l'est parfois mais pas toujours. Mais au fond, si la photographie française, des fois et souvent a du mal à s'exporter, c'est parce que souvent c'est quand même une photographie au second degré. C'est-à-dire qu'un bon photographe français, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance aux images, c'est quelqu'un qui défie l'image. La photographie, ça permet de défier les images, et notamment les images médiatiques. Et donc ça, je crois que c'est peut-être quelque chose qui serait moins une école qu'une espèce d'identité partagée.